Le marché de l'or est-il manipulé? Je me baladais tranquillement sur internet à lire pas mal d'articles sur la finance et sur la bourse et là je vois que un trader de JP Morgan fait l'objet d'une enquête criminelle de la part des États-Unis. Donc ce trader, il est accusé en fait par les États-Unis d'avoir manipulé le marché de l'or de 2009 à 2015. Alors je sais que par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites concernant l'argent et l'or, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent sur le fait que ces deux métaux sont largement manipulés par les banques commerciales, mais aussi par certains États. Alors en partant de ce cas de JP Morgan, qui est en fait un cas d'actualité, je me suis dit, ok, je vais vraiment chercher des informations tangibles, le plus tangible possible, pour savoir si, oui ou non, l'or est un marché qui est manipulé à grande échelle. Dans le cadre de mes recherches, je suis très rapidement tombé sur un site internet qui s'appelle le GATA, qui est en fait le Gold Antitrust Action Committee. Et ce site internet défend la thèse selon laquelle le marché de l'or serait effectivement très manipulé par les États. Voilà, donc ce site internet, il est extrêmement bien documenté. Il y a beaucoup d'informations. Ça a été assez difficile de retrouver toutes les infos dont je vais parler dans cette vidéo. Et dans tous les cas, je vous mets les liens vers les documents dont je vais vous parler. Il y a pas mal de documents sur lesquels je me suis appuyé qui ont à un moment été classés secret défense par les États-Unis et qui ont été déclassifiés par la suite il y a seulement quelques années. Voilà, ça a été un travail assez fastidieux de faire cette vidéo, de rechercher les documents et de lire tous ces documents d'époque. Donc pour soutenir la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette dernière, à liker également la vidéo et à partager. Voilà, je vous en remercie par avance. Voilà, donc si on prend le cas de JP Morgan et qu'on se demande pourquoi ce trader a manipulé les cours de l'or, c'est assez facile, c'est pour augmenter son profit. Ce qui s'est passé, c'est qu'il manipulait effectivement les cours de l'or sur du très court terme. Le trader en question mettait en fait des fausses tailles de position dans les carnets d'ordre, des grosses tailles, par exemple du côté des achats, et faisait croire ainsi au marché qu'il y avait un fort flux acheteur. Et ainsi, ça avait tendance à tirer le prix de l'or vers le haut. Sauf que ces positions fictives qu'il mettait dans le carnet n'étaient évidemment jamais exécutées. Et donc lui, ça lui permettait à ce trader de vendre en parallèle des contrats sur l'or à un prix artificiellement tiré vers le haut par ces faux ordres donc, qui sont mis dans la colonne des achats. Donc on sait très bien qu'un trader ou un groupe de traders est capable de manipuler effectivement le marché de l'or à court terme dans des perspectives de gains à court terme. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les États, et plus particulièrement les banques centrales de ces États, sont capables d'influencer, de manipuler les cours de l'or? Donc dans plusieurs recherches académiques, il a été établi la relation entre les prix de l'or et aussi le niveau des devises des États, le taux d'intérêt et le niveau donc des obligations d'État. Donc la grosse étude vraiment qui fait référence dans ce domaine, elle a été publiée par Barksy et Summers, qui sont en fait deux économistes de Harvard et de l'Université du Michigan, qui ont publié une étude qui s'appelle Gibson Paradox and the Gold Standard, donc c'est en anglais, ça a été publié en juin 1988, donc ça remonte un petit peu, et ça a été donc publié au journal Politique et économique. Je vous mets évidemment le lien de cette étude dans la description de la vidéo. Donc cette étude, elle sous-entend en fait que les gouvernements sont tentés d'intervenir sur le prix de l'or pour encourager le fait qu'ils aient des taux d'intérêt qui soient minimisés. Voilà, donc ça c'est un vrai premier élément de réponse. Si un État, une banque centrale veut conserver des taux d'intérêt qui restent attractifs pour l'État, donc qui puisse emprunter dans des conditions qui restent assez favorables, et bien pour ça, il est tenté donc de jouer sur le prix de l'or. Voilà, donc le but c'est qu'en fait la richesse, elle se stocke et elle s'échange en devise du pays en question plutôt qu'en or. Alors très clairement, on va arrêter de tourner autour du pot. On parle ici essentiellement de la Banque centrale américaine qui aurait été aidée, en tout cas fut un temps, par des banques centrales en Europe pour aller manipuler le cours de l'or. Seulement, il y a un problème qui est majeur pour la Banque centrale américaine. Si elle souhaite effectivement influencer les cours de l'or, c'est comment influencer ce cours de l'or. Vous l'avez compris, le but ainsi de la Banque centrale américaine, ce serait plutôt d'influencer les cours de l'or à la baisse pour favoriser les flux de capitaux vers sa devise, vers le dollar américain, pour que le dollar américain
reste l'actif star des marchés et dans le monde, que la valeur qui est créée dans l'économie, eh bien, se stocke et s'échange en dollars américains plutôt qu'en or. Ok, très bien, mais comment la Banque centrale américaine va pouvoir faire cela, va pouvoir encourager le marché à aller chercher du dollar américain plutôt que de l'or? Alors effectivement, on a d'un côté un actif qui est déflationniste, donc ça c'est l'or, parce qu'on sait que la quantité d'or disponible sur Terre est finie, et on a de l'autre côté un actif qui est lui inflationniste, le dollar américain. On sait qu'on peut en créer très facilement. Aujourd'hui d'ailleurs, sur les marchés, on sait que la Banque centrale américaine fait pleinement tourner la planche à billets. Donc ça illustre parfaitement ce caractère inflationniste donc du dollar américain. L'or est effectivement un métal qui est très dense, facilement stockable, échangeable, alors que le dollar, lui, ne repose que sur la confiance que les acteurs de l'économie placent dans cette monnaie. Et on sait que le dollar est impacté par l'inflation et donc a tendance à perdre de la valeur au fil des années. Donc on a l'économiste britannique Peter Warburton qui a établi le fait que les gouvernements utilisaient les banques commerciales, les banques d'investissement, pour créer des produits dérivés sur le marché des matières premières. Et en fait, le fait que ces banques créent des produits dérivés sur le marché des matières premières, ça viendrait en fait, et là je reprends ces termes, siphonner l'argent qui est destiné à se couvrir de l'inflation. Donc en fait, ça vient détourner cet argent qui est à la recherche d'actifs déflationnistes en se plaçant sur des produits papier. Donc ils ne sont pas en fait la matière première en réel. Donc lui, il dit que les produits dérivés détournent de l'argent, de la thésaurisation de biens réels. Cette thésaurisation, en fait, ça ferait grimper les indices de prix à la consommation et ça rendrait donc l'inflation difficilement soutenable pour le public et pour les marchés. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que si on n'avait pas ces produits dérivés, tous les investisseurs qui chercheraient à se protéger de l'inflation iraient acheter par exemple de l'or, du pétrole, tout ce qui est déflationniste, tout ce qui est en quantité finie sur cette terre. Le problème, c'est que si ça se passait comme ça, les prix donc viendraient à augmenter très fortement pour ces matières premières et ainsi créer une inflation dans l'économie qui ne serait pas soutenable. C'est pour ça que les gouvernements seraient en fait de mèche avec les banques commerciales pour dériver tout l'argent qui cherche à se couvrir de l'inflation sur des produits qui en fait n'ont pas vraiment d'influence sur l'équilibre offre-demande des produits réels. Voilà, donc ainsi les banques centrales auraient encouragé les banques commerciales à créer de l'or papier, comme on crée de la monnaie, pour créer en fait une espèce d'inflation synthétique sur un actif qui est lui déflationniste. Donc elles ont inondé le marché par une offre fictive finalement, qui n'existe pas, qui est créée par les banques commerciales pour maintenir les cours de l'or à des niveaux qui soient plutôt bas. Alors on a beaucoup d'archives publiques du gouvernement américain qui en fait établissent assez clairement la volonté à un moment donné du gouvernement américain de retirer l'or des systèmes d'échange internationaux pour profiter au dollar américain et que le dollar américain soit la valeur d'échange absolue dans le monde. Donc dans une lettre adressée au président Gerald Ford en 1975, vous avez le banquier central de la Banque centrale américaine, Arthur Burns à l'époque, qui lui a écrit une lettre dans laquelle il stipule qu'il a un accord secret qui a été passé avec la Bundesbank pour entraver les prix du marché de l'or. Donc Arthur Burns, il a écrit au président « J'ai une entente secrète par écrit avec la Bundesbank, approuvée par M. Schmidt ». Donc en fait, il parle de Helmut Schmidt, qui est chancelier de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, et que d'après cet accord, donc l'Allemagne s'engage à ne pas acheter d'or, soit sur le marché ou soit auprès d'un autre gouvernement, à un prix qui serait supérieur au prix officiel de l'époque de 42,22 $ l'once. Donc tout ça, évidemment, ça vient d'un document qui était classifié à l'époque, qui a été déclassifié, que vous trouverez toujours dans la description donc, de cette vidéo. Burns, à cette époque-là, il a rajouté également dans ce document, et donc là j'ouvre les guillemets, je le cite, « Je suis convaincu que de loin la meilleure position à prendre pour le moment est de résister aux accords qui laissent aux banques centrales et au gouvernement une grande latitude pour acheter de l'or à un prix lié au marché. » Donc là clairement, il encourage les manipulations du cours de l'or et sur le fait que les banques centrales et les autres pays
s'engage à ne pas dépasser certains prix donnés, convenus à l'avance sur le marché de l'or. En 2009, on a également retrouvé un document qui date de l'année 1961, qui a été écrit à l'époque donc par le banquier central de la Banque centrale des États-Unis, qui s'appelle « Opération de change aux États-Unis, besoins et méthodes ». Et donc là, pareil, en 1961, vous avez cette note-là qui établit en fait un plan détaillé d'intervention qui seraient des interventions clandestines, donc non connues du grand public et des médias, pour que le gouvernement américain puisse truquer les marchés de devises ainsi que le marché de l'or. Donc le but, là encore, c'est de soutenir le dollar américain, en fait, et il chercherait à cacher, à obscurcir ou à même falsifier des documents et des rapports du gouvernement américain afin que le trucage ne soit pas découvert. Donc ça aussi, c'est stipulé dans un document que vous trouvez en description de cette vidéo. Voilà, donc dans tous ces documents que vous pouvez évidemment consulter et lire, il semble assez clair que la Banque centrale américaine, aidée d'autres banques centrales en Europe, ait participé à un moment donné de leur histoire à la manipulation des cours de l'or. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours ces manipulations de la part de certaines banques centrales? Est-ce qu'on peut le penser de manière plausible? Vous avez un article qui a été publié par un journal chinois en 2009 qui s'appelle World News Journal et qui lui fait état de manipulation du gouvernement américain sur le marché de l'or. Donc si on cite en fait ce média chinois, il nous dit que, j'ouvre les guillemets encore une fois, selon l'administration nationale des échanges étrangers de Chine, les réserves d'or de la Chine ont récemment augmenté. Actuellement, la majorité de ces réserves d'or se trouvent aux États-Unis et dans les pays européens. Les États-Unis et l'Europe ont toujours supprimé la hausse du prix de l'or. Ils ont l'intention pour affaiblir la fonction de l'or en tant que monnaie de réserve internationale. Ils ne veulent pas que d'autres pays se tournent vers des réserves d'or au lieu du dollar américain ou de l'euro. Par conséquent, la suppression du prix de l'or est très bénéfique pour les États-Unis pour maintenir le rôle du dollar américain comme monnaie de réserve internationale. L'augmentation des réserves d'or de la Chine servira ainsi de modèle et conduira d'autres pays à mettre en réserve davantage d'or. Les grandes réserves d'or sont également bénéfiques pour promouvoir l'internationalisation du yuan chinois. Donc clairement, ce que nous dit là ce journal chinois, c'est que en mettant de l'or de côté, en augmentant les réserves d'or en Chine, eh bien la monnaie chinoise devient davantage plus légitime. Donc on peut percevoir en fait le fait que la Chine pourrait avoir l'idée un jour d'un point de vue international de promouvoir sa monnaie parce qu'elle serait soutenue par des réserves physiques d'or. Voilà, donc ça c'était pour l'année 2009. Le 8 février 2020, on a Robert Lambourne qui est un ancien dirigeant d'entreprise dans le secteur aurifère, qui depuis publie quand même pas mal d'articles dans la presse spécialisée sur l'or, qui nous dit qu'en 2019, vous avez la Bank for International Settlements, donc la Banque des règlements internationaux, qui aurait augmenté ses tailles de position sur les marchés des dérivés de l'or de 400% au cours donc de cette année 2019. Donc avant l'année 2019, les tailles de position de cette Banque des règlements internationaux représentait 78 tonnes d'or et aujourd'hui ça représenterait 320 tonnes d'or. Donc ce qu'il sous-entend en fait, cet analyste, on peut dire que c'est un analyste maintenant, Robert Lambourne, eh bien c'est que la Banque des règlements internationaux a ces derniers temps essayé assez largement d'appuyer sur les prix de l'or en multipliant les dérivés qui sont liés à ce marché de l'or. Voilà, donc ce Robert Lambourne, il écrit qu'en fait, le process très clair qui est soutenu par la Banque des règlements internationaux, c'est de fournir ce qu'on pourrait appeler de l'or papier, donc ce dont on parlait également tout à l'heure. Il dit que ça a en fait un effet de dépréciation du prix de l'or. Donc là aussi, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on peut faire le lien, d'après encore une fois Robert Lambourne, entre ce qu'on a pu constater dans les années 70-80, qui est avéré de la part des États-Unis sur les tentatives de manipulation du prix de l'or, et sur ce qui se passerait aujourd'hui, encore une fois,
par la mise en avant donc des produits dérivés sur ce marché de l'or. Évidemment, je vous ai présenté pas mal d'informations, pas mal de papiers qui ont été rédigés il y a des années en arrière, qui aujourd'hui sont déclassifiés, on les a, on peut s'appuyer dessus. Pour autant, aujourd'hui, établir la responsabilité de certains États ou de banques centrales dans la manipulation des cours de l'or, eh bien c'est là l'interprétation de chacun aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de papier qui permettent à coup sûr de voir qu'on a certaines banques centrales qui sont en train de manipuler les cours de l'or. Pour autant, on peut déduire de certains comportements de marché des dérivés notamment qu'on a bien des tentatives de pression sur ces prix de l'or. Donc pour nous, investisseurs, qu'est-ce que cela signifie? On a un analyste qui s'appelle Adrian Douglas qui nous montre que les prix de l'or ont tendance à être baissiers sur la période de temps donc, où il effectue sa recherche, qui est quand même une période de 10 ans, ça va de 2001 à 2011. Il montre que n'importe quel investisseur qui aurait acheté de l'or à l'ouverture du marché londonien et qui aurait revendu sa position donc acheteuse à la fermeture du marché londonien aurait perdu de l'argent sur cette période, dans la grande majorité des cas. Alors que sur le même temps, sur les mêmes 10 années, on a eu un marché de l'or haussier. En fait, il explique ça par le fait qu'on aurait des marchés asiatiques qui auraient tendance très largement à acheter de l'or et donc à créer une tendance long terme à la hausse. Alors que sur un court instant, dans la journée, le marché londonien, lui, a plutôt tendance à spéculer à la baisse sur ce marché de l'or. Voilà, donc je vous mets deux graphiques qui ont été créés par cet analyste Adrian Douglas qui nous montrent une période qu'il appelle overnight. Donc là, c'est quand les marchés londoniens sont fermés. La courbe en bleu que l'on voit, donc où on a une performance cumulée qui est nettement positive. Et la période qu'il appelle intraday, donc là, la courbe en rouge, où les marchés donc londoniens sont ouverts. Et là, on voit que si on achète et on vend juste durant la période d'ouverture des marchés londoniens, on a une performance cumulée qui est négative. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter d'or en tant qu'investisseur? À mon avis, et ce n'est que mon avis, il est quand même important d'avoir un petit peu d'or dans son portefeuille. Pourquoi? Parce que même si on a effectivement des banques centrales qui sont en train de manipuler le marché de l'or, ce qui reste évidemment à prouver encore aujourd'hui. On sait que certaines banques centrales, elles, sont très acheteuses d'or. On a la Banque centrale de Chine notamment, la Banque centrale de Pologne, de Turquie, qui ont des réserves d'or qui sont en augmentation constante et même les achats d'or qu'ils effectuent de manière mensuelle ont plutôt tendance à augmenter. On a aussi la Banque centrale de Russie qui clairement augmente ses réserves d'or. Donc ça a permis, ces banques centrales dans le monde qui achètent beaucoup d'or, à enregistrer une année record en 2019 en termes d'achat d'or. Donc vous avez le Conseil mondial de l'or qui en fait a affirmé que les banques centrales du monde entier, donc toutes cumulées, ont acheté une taille de position historique de 374 tonnes d'or. Quand je vous dis une taille de position, évidemment on parle là d'or physique, pas d'or papier. Alors, on sait que si certaines banques centrales sont tentées de manipuler les cours de l'or, donc à la baisse, eh bien, elles ont besoin pour cela de l'aide des banques commerciales qui vont émettre donc les produits dérivés pour détourner l'argent finalement de ces marchés physiques de l'or. Alors, évidemment, les banques commerciales sont très heureuses d'aider les banques centrales si ça leur rapporte en fait de l'argent, si ces activités également ne sont pas trop risquées. Si jamais ça devenait trop risqué ou trop peu profitable, eh bien à ce moment-là, les banques commerciales auraient tendance à arrêter, à ralentir les émissions donc, de produits dérivés sur ce marché de l'or. Et donc là, on pourrait avoir ce qu'on appelle un short squeeze, puisque si les banques commerciales arrêtent et veulent sortir de ce marché-là, elles vont devoir racheter leur position. Parce que pour rappel, on sait que les produits dérivés qui sont émis aujourd'hui par les banques commerciales ne sont pas couverts par les collatéraux. Donc si les collatéraux venaient à trop augmenter en termes de valeur, que le marché se mettait à acheter non plus des produits dérivés, mais se mettait à acheter l'or physique, à ce moment-là, ça deviendrait très périlleux pour les banques commerciales, qui seraient obligées d'aller racheter leur position pour éliminer le risque qui est lié au fait de vendre en fait à découvert ces positions, parce que c'est ce que font les banques commerciales quand vous achetez de l'or papier. Elles vous vendent quelque chose qui n'existe pas,
Et à ce moment-là, on peut avoir donc un short squeeze. Des rachats massifs, des produits qui ont été émis à un prix qui soit beaucoup plus élevé. Voilà, donc typiquement le short squeeze, c'est ce qu'on a eu sur l'action Tesla ces derniers jours, ces dernières semaines, où vous avez les vendeurs en fait qui lâchent l'affaire et mécaniquement, ça encourage un flux acheteur très important et donc une hausse du prix de l'action Tesla, mais ça peut aussi être également le cas donc sur le marché de l'or. Surtout que l'on sait que les marchés dérivés utilisent très généralement des effets de levier et donc ont tendance à démultiplier finalement les variations des actifs. N'oublions pas non plus qu'à la fin des années 70, on a eu une multiplication du prix de l'once d'or par 8,5 en passant de 100 $ à plus de 850 $ en l'espace de 4 ans. Et on sait maintenant clairement, grâce aux documents que je vous ai présentés juste précédemment, que c'était une période où les banques centrales agissaient pour essayer de maintenir le prix de l'or à des niveaux plutôt bas. Voilà, donc effectivement, on peut déduire aujourd'hui qu'on a certaines banques centrales dans le monde qui auraient intérêt à avoir un prix de l'or plutôt bas, mais pour autant, le fait qu'on ait des manipulations de cours de l'or, si jamais c'était effectivement le cas aujourd'hui, ça n'empêche pas l'once d'or de connaître des mouvements qui soient extrêmement poussifs et véritablement orientés à la hausse. Donc c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte, le fait qu'on ait potentiellement des manipulations. C'est un des facteurs qui influence notre prix de l'or, mais ce n'est pas un facteur qui soit prédominant. On l'a vu donc dans l'histoire de l'évolution des prix. Voilà, donc investir dans la valeur, c'est quelque chose qui reste évidemment, à mon sens, un calcul plutôt stratégique et un calcul qui est plutôt bon. D'ailleurs, je voulais vous parler à ce propos d'une chaîne que j'ai découverte qui est tout à fait intéressante et qui parle justement d'investissement dans la valeur. Je vous mets la vidéo donc de cette chaîne-là sur les actions à acheter en 2020 à la fin de ma vidéo directement en lien. Voilà, pour cette vidéo, c'en est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à liker également et à partager. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!